Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de notre lecture sur le livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Aujourd'hui, nous entamons le 13e chapitre qui s'intitule Cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami. Citation avant de commencer de Rainer Maria Rilke. Tout élément terrifiant est, au plus profond, une chose impuissante qui réclame notre aide. C'est parti. Quelle conne je suis, mais quelle conne je suis. C'était il y a quelques années dans le métro, mais c'est tout le temps. Une femme qui, plongée dans ses pensées, venait de manquer sa station, s'est exclamée à haute voix ce que nous murmurons à longueur de journée à la manière d'un mantra avec des variantes. Ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas à la hauteur, je suis nul, je ne suis pas fichu de... Et j'en passe. Nous sommes notre pire juge, une petite voix insidieuse en nous dont nous ne nous rendons même plus compte commente en permanence chacune de nos actions, chacune de nos pensées avec une sévérité dont nous serions incapables envers n'importe quelle autre personne. Avec une partialité, un acharnement qui ne tienne plus de la critique mais du harcèlement. La force de l'habitude aidant, nous ne prêtons plus attention à cette voix mais elle est là, bien présente, en train de nous taper sur les doigts, de nous martyriser, de nous mimer. Ce travail de sape fonctionne très bien. La preuve, nous nous sentons en permanence obligés de nous excuser en démarrant une conversation, un courrier, un mail par « je suis désolé, excusez-moi, pardon, je vous dérange, mais… » Une manière de dire « je sais que je ne vaux pas grand-chose à vos yeux ». Un poème de T.S. Eliot décrit parfaitement l'enfer dans lequel nous savons si bien nous plonger. Début de citation. Quel est ce moi intérieur, observateur silencieux, critique sévère et muet qui nous épouvante ainsi et nous pousse à la futile agitation, puis à la fin nous juge encore plus sévèrement pour les erreurs où ses reproches nous ont jetés. Fin de citation. Nous nous observons, nous nous jugeons, du coup nous échouons, et nous voilà avec de nouvelles raisons de nous en vouloir. Cercle vicieux et sans issue, cruauté redoutable de ce moi intérieur qu'il nous faut apprendre à mettre au moins momentanément en veilleuse. Quand il nous arrive de nous élever contre cette voie, nous traitons le mal en passant à une étape supérieure de harcèlement. Nous doublons en quelque sorte la mise. J'ai été stupide de croire que ça ne marcherait pas. Je suis bête de penser que je suis bête. Nous nous enlisons dans des miasmes, nous nous prenons dans nos propres filets et cette méthode couée, que nous appliquons scrupuleusement, nous empêche de progresser à la manière d'un enfant à qui l'on répéterait en permanence qu'il est nul et qui, finissant par s'en convaincre, verrait toute volonté et toute envie de mieux faire l'abandonner. Il est beaucoup plus rare que nous osions nous congratuler, et c'est alors en prenant beaucoup de précautions. Pour une fois, j'y suis arrivé. Comment se fait-il que j'ai réussi ? Incroyable, j'ai gagné. Les vieilles méthodes éducatives nous ont profondément marqués de leur empreinte. On ne dit pas à un enfant qu'il est beau, il deviendra intenable. On ne félicite pas un membre de son équipe qui a réussi à boucler un dossier compliqué. Il relâchera ses efforts et demandera une augmentation voire une promotion. À moins d'un sans faute, on s'abstient de dire « très bien » à un élève. Il ne cherchera plus à mieux faire, il dormira sur ses lauriers. Nous sommes persuadés que les progrès ne peuvent s'effectuer qu'en maintenant l'attention. Grave erreur! Des méthodes pédagogiques moins violentes ont prouvé que lorsque l'on aide un enfant à mettre en valeur les qualités qu'il possède, il va se détendre et trouver les ressources en lui pour mieux faire. À force de nous critiquer, sans jamais oser nous féliciter, nous nous dénigrons. Nous finissons par nous convaincre réellement de notre incapacité. Nous étouffons l'allant qui est en nous. Montaigne a raison. Dire moins de soi qu'il n'y en a, c'est sottise, non modestie. Je le sais d'autant mieux que je me suis longtemps auto-flagellé, en particulier pour mon impatience. Je n'en devenais pas plus patient, mais j'en étais mortifié. Le « quelle conne je suis » de la femme dans le métro avait été pour moi un déclencheur. En m'observant, j'ai fait l'épreuve de la dureté, de la tyrannie, de la violence que j'exerçais à l'encontre de moi-même. J'ai compris que cette violence ne se manifeste même plus comme une violence. Nous l'apercevons comme étant tout à fait normale. J'ai fini par avoir de la tendresse pour cette personne en permanence rabourouée par moi-même. Par éprouver un peu de bienveillance pour ce moi que je soumettais à des injonctions, des critiques permanentes. J'étais bête d'avoir oublié mon parapluie, stupide d'avoir mal agencé mon emploi du temps, idiot d'avoir laissé mon téléphone en mode silencieux, paresseux pour n'avoir pas couru assez vite et manqué le métro, alors que la rame suivante arriverait 2 minutes plus tard. Faisons dans un premier temps l'épreuve de cette violence. Observons-nous au quotidien, constatons l'ampleur du harcèlement que nous affligeons avant de chercher une solution pour nous extraire de cette atmosphère que nous empoisonnons autour de nous. Comptons, tout simplement, le nombre de fois où nous nous rabrouons ou nous insultons en une seule journée.
La deuxième étape consiste à agir avec nous-mêmes exactement comme avec un vrai ami, c'est-à-dire avec beaucoup plus de bienveillance que nous n'en avons par nous-mêmes. Il ne s'agit donc pas de chercher à s'aimer soi-même en se regardant par exemple pendant des heures dans une glace, en se faisant des compliments à n'en plus finir, mais d'avoir une attitude douce et bienveillante envers soi, de se laisser être. Quand un ami commet une gaffe, on le lui dit sans avoir besoin de le cogner, ni de l'assommer, ni de lui répéter 10 fois de suite que cette gaffe était magistrale, fatale. On discute avec lui, de manière de la réparer, des moyens qu'il pourrait mettre en œuvre pour s'améliorer et ne pas récidiver. On ne le culpabilise pas jusqu'à la fin de ses jours pour cette erreur, ou on ne lui répète pas « tu aurais dû ». On le félicite quand il le mérite, on l'apaise quand il est violenté, on l'aide à guérir ce qui est blessé en lui. On ne lui reproche pas en permanence ses défauts. Au fond, on l'apprécie avec ses défauts, voire à cause d'eux. Telle est l'attitude que nous devons avoir envers nous-mêmes quand nous devenons notre meilleur ami. Mais cette deuxième étape est généralement mal comprise. On croit qu'avoir de la bienveillance pour soi consiste à se congratuler, à être gentil avec soi-même de manière naïve, à se consoler et à se réconforter toute la journée de manière narcissique, à s'offrir telle robe ou à manger du chocolat pour se faire du bien, comme nous le conseillent un certain nombre de gourous en développement personnel. Or, me répéter que je m'aime et me féliciter parce que j'ai oublié mon parapluie malgré le ciel menaçant est une attitude grotesque et sans effet. On n'a pas plus de bienveillance pour un enfant quand on le raboue en permanence que quand on lui passe tous ses caprices sans jamais lui adresser le moindre reproche. En se foutant la paix, la dureté que nous exerçons envers nous-mêmes nous apparaît dans toute son évidence. Je m'engueule, j'ai été éduqué pour m'engueuler tout le temps. En prendre conscience me fait sourire, rend l'engueulade moins lourde, moins sévère, c'est en effet risible. Aussi risible que c'est « j'aurais dû », dont nous ponctuons chaque instant de notre existence, nous accrochant à un passé qui a été et que nous ne pouvons plus changer, au lieu de déployer notre énergie à partir de la situation présente telle qu'elle est. Oui, j'aurais dû prendre mon parapluie, je ne l'ai pas pris. Est-ce vraiment utile que je passe ma journée à me flageller ? Mon parapluie apparaîtra-t-il magiquement dans mes mains ? Je m'engueule tellement que je passe à côté du marchand de parapluies sans le voir. Je suis trop occupé à me mortifier. Je me fous la paix est au-delà de l'apprentissage, un mantra qu'il est indispensable d'apprendre à répéter dès que nous nous sentons replongés dans le côté obscur des mécanismes qui nous les gouvernent. Un contre-mantra face au mantra « je suis nul » qui nous revient quasi automatiquement en toutes circonstances. Je ne suis pas nul, je ne suis pas un prodige, je m'accepte inconditionnellement comme je suis pour pouvoir, à partir de là, voir ce que je peux faire, ce que je peux améliorer. Oui, je suis étourdi, impatient ou nerveux. Par le fait même de m'accepter, de rire de ce que je suis, je deviens moins étourdi, moins impatient, moins nerveux. La bienveillance que je réveille en moi est le plus efficace des contrepoisons. Entrer en amitié avec soi est un travail difficile, tant il nous faut nous défaire des mécanismes incrustés en nous. Ce travail n'est pas de l'ordre de la compréhension. Peu importe pourquoi je m'en veux, pourquoi je suis colérique, je constate que je le suis. Je ne cherche pas à analyser, j'apprends à dire bonjour à la réalité. Je ne cherche pas non plus à m'évaluer. Cela signifierait me situer sur une échelle, me comparer à une norme qui n'existe pas. Je considère tout simplement avec douceur et bienveillance ce que j'éprouve comme je l'éprouve. Dans notre culture occidentale, nous sommes particulièrement victimes de la violence contre nous-mêmes. Nous sommes devenus des experts à nous faire souffrir. C'est d'ailleurs le principal écueil auquel s'est heurtée la transmission de la méditation en Occident. Les premiers maîtres orientaux venus chez nous d'Inde, du Tibet, du Vietnam ou du Japon n'ont pas pris la mesure de l'étendue du manque de bienveillance qu'un occidental a envers lui-même. Ils n'ont pas compris notre difficulté à devenir amis avec soi, une attitude beaucoup plus banale dans leur propre culture, confrontée par contre à d'autres types de difficultés. Je ne me lasse pas de raconter cette incroyable histoire. À la fin des années 1980, le Dalai Lama avait invité plusieurs enseignants occidentaux de méditation à Dharamsala, en Inde, où il réside. À sa manière habituelle, il a commencé par leur poser une question. Quelle est la principale difficulté qu'ils rencontrent pour transmettre la méditation ? Après réflexion, ils ont tous convenu que cette difficulté réside dans la dureté que s'infligent les Occidentaux. C'est ici que l'histoire devient surprenante. Le Dalai Lama n'arrivait tout simplement pas à comprendre leurs propos. Le traducteur s'y essayait pourtant de diverses manières et finalement le Dalai Lama a saisi le sens de leurs réponses. Il en fut estomaqué. « Mais tout être humain devrait connaître la bienveillance », s'écria-t-il. Pour lui, pour le bouddhisme dans lequel il avait été élevé, la compassion est essentielle, une compassion envers tous les êtres vivants, y compris soi-même. Nous partons ici avec un handicap.
notre croyance en la méchanceté fondamentale de l'homme qui surgit avec l'invention biblique du péché originel et s'amplifie à partir du XVIIIe siècle avec le mythe de l'homme égoïste et mauvais au cœur de la pensée politique, à travers Hobbes, et de la pensée économique à travers Adam Smith, mais également de toute la pensée démographique avec Malthus, de la psychanalyse de Freud. Nous sommes convaincus que nous sommes des êtres mauvais, que nous devons nous censurer en permanence pour éradiquer le mal en nous. Si nous avons autant de difficultés à nous foutre la paix, c'est justement parce que nous craignons de nous faire confiance. Méfiance, si je me fous la paix, je découvrirai un monstre effroyable en moi. Cette conviction est quasiment notre table de la loi. Tout, pensons-nous, est mu par l'égoïsme, l'envie de la jalousie. Surtout, nous ne devons jamais nous relâcher. Nous sommes aveuglés, incapables de voir qu'à côté de la méchanceté dont nous n'avons pas la naïveté de nier l'existence, il existe aussi, au fond de nous, une capacité de bonté, de générosité possible qui coexiste avec la capacité du mal. L'homme n'est pas systématiquement un loup pour l'homme. Cette simplification hâtive de la réalité, de notre complexité, nous amène à vivre en permanence sur la défensive, à nous mimer. Quand j'ai reçu la pratique de la méditation, l'accent était mis sur la nécessité de la compassion envers autrui. La bienveillance envers soi-même était, et reste, l'un des grands tabous de notre société. Il reste admis qu'apprendre à être moins dur avec soi, devenir son propre ami, en finir avec le culte de l'autoflagellation et de la culpabilisation à outrance est une forme d'égoïsme, voire un luxe de nanti. Pourtant, au fond, l'égoïste, plutôt que de trop s'aimer, s'aime trop peu. Ce manque d'affection pour soi engendre vide et frustration compensée par une avidité sans fin à obtenir des satisfactions. L'égoïste est un enfant immature qui a besoin de l'autre pour obtenir ce qu'il ne parvient pas à trouver en lui, à commencer par l'amitié pour soi. Nous partons avec un handicap, l'ego qui est notre poison et dont nous avons fait un instrument de torture. Du moins, l'ego avec le sens que nous lui donnons et que nous exprimons dans des phrases culpabilisatrices comme « c'est mon ego »,« tu as un ego surdimensionné »,« il flatte son ego ». Cet ego-là n'est pas celui de la philosophie occidentale, il n'est pas l'ego cogito de Descartes, une chose qui pense, c'est-à-dire qui doute, qui affirme, qui nie, qui connaît peu de choses, qui en ignore beaucoup, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Citation de Méditation métaphysique. Cet ego, Descartes l'appelle indifféremment esprit, entendement ou raison, et il considère qu'il n'existe qu'à travers la cogitatio, en doutant, en pensant, en se questionnant. Il n'est pas non plus l'ego du bouddhisme, qui en réalité n'existe pas. Quand ce terme est utilisé, c'est pour montrer que nous n'avons pas besoin de nous identifier à nos identités toujours provisoires et relationnelles. Autrement dit, s'il y a un moi, il n'est que relationnel et relatif. La vérité de votre être n'est pas un ego étroit, mesquin et coupable dont vous devriez avoir peur pour le reste de vos jours, mais le non-ego. Par contre, l'ego tel que nous l'entendons en Occident est une sorte de moi personnel et psychologique, une vitrification du moi. Un moi solidifié. Un moi coupable d'être, coupable avant même d'avoir dit ou fait quoi que ce soit. Il est l'exclamation de cette kinésithérapeute que je remerciais pour les soins qu'elle m'avait prodigués et qui m'avait répondu « C'est grâce à la méthode que j'applique et que j'aime aujourd'hui transmettre. Les personnes que je forme sont excellentes elles aussi, mais là, c'est mon ego qui parle. » J'étais ahuri. Pourquoi avait-elle besoin de se justifier et de s'excuser pour l'excellence de la méthode qu'elle appliquait si bien et transmettait sans doute tout aussi bien? Pourquoi cette violence gratuite envers soi? Nous sommes très maladroits avec nous-mêmes. Nous croyons bien faire, mais nous nous cognons la tête contre un mur. Nous nous emprisonnons dans la soupe culpabilisante qui nous est servie avec la notion d'ego. Nous devenons cet homme enfermé dans une pièce que décrit le philosophe Ludwig Wittgenstein. Cet homme cherche à sortir, il essaye d'abord par la fenêtre, mais elle est trop élevée. Il essaye ensuite par la cheminée, mais elle est trop étroite. Il est désespéré. Pourtant, il n'aurait qu'à se retourner pour constater que la porte n'a jamais cessé d'être ouverte. Se foutre la paix, c'est justement se retourner et sortir de sa prison sur le champ. Ce manque abyssal de bienveillance qui ronge nos existences et notre société m'a amené à pratiquer et à transmettre, à côté de la pleine présence ou la présence attentive, des méditations sur la bienveillance aimante. Elles sont les deux ailes d'un oiseau. Quand je rentre dans le moment présent, je suis pleinement disponible, ouvert, attentif à ce qui est, comme c'est. Cette pleine présence recèle une dimension de tendresse, d'amitié, d'apaisement, une dimension d'amour qui la rend forcément bienveillante. Cependant, dans notre culture où il est déjà fort suspect d'éprouver de la bienveillance envers soi,
la pratique de l'amour bienveillant, ou de la bienveillance aimante, suscite parfois quelques réticences. Nous la considérons comme une forme d'égoïsme, alors que c'est au contraire un acte d'héroïsme que de s'accepter pleinement, d'éprouver de la tendresse pour soi malgré nos défauts ou avec nos défauts. C'est en les acceptant qu'ils se transforment. Mon impatience ne s'est pas dissoute avec la méditation, elle reste en moi, mais elle ne me domine plus. Je ris souvent d'elle. Je voudrais dire ici un mot de la voie royale pour se réconcilier avec soi-même, devenir son meilleur ami et s'ouvrir au monde dans une approche plus sereine. La pratique de l'amour bienveillant. Dans cette forme de méditation, on invoque délibérément de la bienveillance envers soi et en revivant un moment où l'on s'est senti vraiment aimé. Quand on cherche bien, on comprend qu'il ne s'agit pas forcément d'un moment de passion amoureuse, mais plus souvent d'un épisode qui, vu de l'extérieur, semblerait anodin. En ce qui me concerne, c'est un épisode de mon adolescence. J'avais 13 ou 14 ans, comme beaucoup d'ados, je n'étais pas très bien dans ma peau, me sentant étranger dans ce monde bizarre. Je passais mes vacances chez mes grands-parents qui habitaient un petit village du sud de la France. Je nourrissais une tendresse particulière pour mon grand-père, surtout depuis qu'il était un jour entré dans ma chambre où je me livrais à mon occupation favorite, dessiner, et qu'il avait regardé mes dessins avec curiosité. Ce fut pour moi une révélation. Mes parents, qui me laissaient acheter autant de couleurs et de papier que je le voulais, n'avaient jamais pris le temps de s'arrêter pour regarder ce que je faisais. Et quand je partais en vacances, sous prétexte de ranger ma chambre, ils mettaient tout à la poubelle. Ils ne le faisaient pas par méchanceté, je le ressentais néanmoins comme un acte de violence. Depuis que mon grand-père avait regardé mes dessins, mon propre regard sur mes dessins avait changé. J'étais donc en vacances chez mes grands-parents, c'était le début du printemps, et je marchais avec mon grand-père, et d'un coup, comme quand j'étais enfant, j'ai eu besoin de lui prendre la main. Nous avons avancé ainsi quelques mètres sans parler. Je n'avais plus l'âge de tenir la main d'un adulte, je réalisais l'incongruité de la situation. Mais je sentais qu'avec cette main, j'étais enfin autorisé à être comme je suis. Mon grand-père a pris ma main tendrement. J'ai ressenti son amour, un sentiment de soulagement profond m'a envahi. Cette expérience reste pour moi l'image de la bienveillance. Ma main blottit dans celle de mon grand-père pendant une fraction de minute. Dans la pratique que je consacre quelques minutes à me remémorer la situation et à en sentir la bonté. Je m'autorise à revivre le soulagement que j'avais éprouvé. Je tente ensuite de sentir les qualités de cette expérience, la chaleur, l'ouverture, le soulagement, indépendamment de ce contexte. C'est alors que je peux diriger mon affection vers mes proches, et plus largement vers le monde. En développant d'abord la bienveillance pour soi, je découvre la radicalité surprenante de la bienveillance aimante et je l'étends. C'est seulement en me reconnaissant le droit d'être tel que je suis que je reconnais pleinement aux autres, à l'humanité, au monde, le droit d'être tels qu'ils sont. C'est la fin de cette lecture, de ce chapitre un peu plus long que les autres. Alors, qu'en avez-vous pensé? Avez-vous ce genre de souvenir de bienveillance qui vous a envahi? Et allez-vous le réutiliser pour transmettre la bienveillance autour de vous? Je vous laisse le répondre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie à tous pour avoir écouté cette lecture et vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si tel est le cas. Et à bientôt!